Donc, c'est avec un grand honneur que je suis présente parmi vous aujourd'hui. Donc, marhaba bikoum fi Tanja pour tous les omnipraticiens. Donc, j'espère que ça ne va pas être la tâche difficile pour moi puisque je suis pédiatre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Madame Hesna. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai assisté depuis tout à l'heure les communications avec les maîtres ici présents. Donc, on m'a demandé de traiter un sujet sur l'abdomen douloureux chez le nourrisson. Et je sais que parmi votre clientèle, il y en a des enfants et surtout des nourrissons. Et j'espère qu'au terme du topo, on serait capable de gérer certaines situations et surtout d'avoir certains réflexes. Donc, sans trop tarder, le nourrisson, c'est avant 2 ans. Et c'est toujours difficile, même pour nous pédiatres, d'examiner le nourrisson, de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Et surtout, lorsqu'elle est en train de pleurer, là, la tâche devient si difficile pour le pédiatre et je devine aussi bien pour le généraliste. Donc, c'est un motif qui est très fréquent en consultation de ville. Et souvent, donc, les douleurs ils sont décrites par les parents. C'est soit le soir, c'est soit la journée. Donc, le couple qui ramène leur enfant et pour eux, qui depuis tout à l'heure, depuis toute la journée, qu'il est inconsolable, qu'il replie les jambes, qu'il a un ballonnement abdominal. Parfois, il peut avoir des vomissements en plus, des troubles de transit. Parfois, il refuse de s'alimenter. Je pense que sur le plan théorique, c'est facile. Un enfant qui pleure, il faut toujours éliminer certaines urgences. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, bien avant de partir vers autre chose, donc les urgences chirurgicales, sont celles qui nous fait peur, même nous les pédiatres, et notamment l'invagination intestinale chez les nourrissons. Les volvulus et les malrotations intestinales, les hernies étranglées sont beaucoup plus faciles à diagnostiquer, surtout lorsque l'hernie elle est là, donc lorsqu'elle s'étrangle, plus ou moins la tâche elle est facile, et l'appendicite aiguë qui reste quand même un diagnostic qui est rare ou bien, pour ne pas dire peu fréquent chez le nourrisson. Sur le versant médical, je pense nous les pédiatres et même vous aussi, vous êtes amenés à voir des nourrissons qui consultent pour des coliques, les gastro-entérites, la constipation parfois rapportée par les parents, l'infection urinaire reste un diagnostic à ne pas omettre et en dernier, les intolérances ou bien les allergies. Mais pour nous, praticiens, généralistes ou pédiatres, comment faire face à un enfant qui est en train de pleurer de douleur? Généralement, il faut partir demander est-ce qu'il y a une urgence. Et les urgences devant un abdomen douloureux, ils ont été schématisées par l'acronyme It Cries. Donc, avec chaque lettre qui signifie un type de pathologie. D'accord? Donc, si on essaie de débriefer l'acronyme, le I, ça va être quoi à votre avis? Hein? I pour na. Très très bien. Donc infection, lorsque je dis infection, ça va être, oui, oreille, cerveau, poumon ou rein. Ça c'est facile, très bien. Le T, vous avez une idée? It cries, donc le nourrisson qui pleure, le T, ça peut correspondre à quoi? À votre avis? Très très bien. Donc un traumatisme notamment. À quel... Non, toujours dans le traumatisme. Généralement, ce sont les traumatismes crâniens qui nous font peur. Surtout le syndrome de bébé secoué. Donc, parmi vous, sûrement, il y a eu des praticiens qui ont eu des situations soit familiales, soit de patients chez qui on veut faire un peu face à la famille, surtout ce sont les papas et qui font ça, ou bien les mamans dans une situation un peu d'anxiété sévère et qui pour faire un peu calmer l'enfant, ils peuvent faire un peu le bouger dans les deux sens avec quand même une force et ça donne ce qu'on appelle le syndrome de bébé secoué. Donc pour le T, c'est le traumatisme crânien. Attention au syndrome de bébé secoué. Le C, à votre avis, donc it cries, donc le C, ça peut correspondre à quoi? Toujours dans le cadre des urgences. Donc le C, ça correspond au cœur, d'accord? Donc il y en a des tachycardies ou bien des fois des HTA qui peuvent donner des abdomens douloureux chez le nourrisson. Donc sans trop tarder, je vais quand même continuer. Donc le R, ce sont les allergies.
Le I, c'est les vaccins. Ça peut donner des mal, notamment le vaccin contre le rotavirus, qui peut donner des douleurs abdominales comme effet indésirable. Et en dernier, le E, c'est l'œil, lorsqu'on a des brûlures par exemple, ou bien des conjonctivites ou des glaucomes. Et en dernier, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les causes chirurgicales, notamment l'invagination et l'hernie étranglée. Donc, devant un nourrisson qui a mal, qui crie tout le temps, qui devient inconsolable d'après les parents ou qui éprouve un certain inconfort digestif, avant d'aller se lancer dans les diagnostics que vous voyez au cabinet, il faut toujours rester vigilant dans le sens éliminer certaines urgences, comme on a vu. D'accord? Donc, on va, avant d'aller voir nos cas cliniques, on va parler de certains pièges. Je ne sais pas, est-ce que vous, au cabinet, vous avez été amené à voir des nourrissons qui ont mal, qui crient, mais que le problème, ça se passe ailleurs? Ça, vous avez déjà vu ça? Comment appelle-t-on, si vous avez une idée? Ça s'appelle le syndrome de tourniquet. Ce sont les cheveux qui sont généralement étranglés au niveau soit du pénis, au niveau du gros orteil ou deuxième orteil. Et des fois, c'est très douloureux. Et si on va aller examiner ailleurs, on ne va rien trouver, alors qu'il suffit juste de déshabiller l'enfant et de voir ce fameux cheveu qui est là en train d'étrangler l'enfant. Donc, on a éliminé les urgences, on a fait quand même penser à certains pièges. On va enchaîner avec des cas cliniques. Donc, le premier cas clinique, c'est un nourrisson de 15 mois qui est ramené par la mère pour un tableau fait de vomissements depuis la veille. La maman, elle vous rapporte que chaque 2 heures, elle est en train de faire un épisode et un changement de consistance des selles. À l'examen, pas grand-chose, mais vous notez quand même qu'il y a des yeux creux. À votre avis, il s'agit de quoi? Non. Si ce n'est pas une invagination, déshydratation sur... C'est une gastro-entérite simple. Donc, c'est une gastro-entérite a priori infectieuse. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas obligatoirement le caractère de diarrhée. Des fois, des selles qui changent de consistance, ils doivent être considérés comme une gastro-entérite. Bien sûr, je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, souvent, c'est infectieux et souvent, c'est viral. Et bien sûr, il faut reconnaître la déshydratation. Il faut prescrire, parfois, on est amené à prescrire des examens culture de sel. Et on va discuter plus quand est-ce qu'il faut aller donner de l'antibiothérapie. Donc, les signes graves qui doivent faire m'alerter devant une gastro-entérite, c'est surtout les vomissements bilieux ou bien la présence de sang dans les selles. On est bien d'accord. Dans le cas échéant, je suis plus ou moins à l'aise et je suis devant, a priori, une gastro-entérite virale. L'évaluation de la déshydratation, il y a un nouveau score qu'on est en train de travailler avec les parents même. Ce n'est plus la fontanelle antérieure qu'on a eu dans les cours, le pli, tout ce que vous voulez. Là, actuellement, 2 ou 3 critères, c'est les yeux et c'est les larmes. On vous demande, madame, est-ce que votre bébé n'a plus de larmes depuis cette journée ou bien il pleure sans larmes et est-ce que les yeux, vous les trouvez un peu enfoncés? C'est a priori une déshydratation. Bien sûr, pour la coproculture, ce n'est pas toujours qu'on indique la coproculture, c'est lorsqu'il y a du sang. Lorsque c'est un enfant qui est connu immunodéprimé, par exemple un enfant qui est suivi pour un déficit immunitaire, pour un sida maladie ou bien qu'il est sous chimiothérapie par exemple. Et lorsqu'il y a dans l'entourage des cas pareils, et là on suspecte généralement les toxi-infections alimentaires, ce sont les situations dans lesquelles il faut aller demander une coproparasito, mais dans le cas échéant, l'examen clinique et l'interrogatoire ils sont largement suffisants pour poser le diagnostic d'une gastro-entérite. Donc, les gastro-entérites virales, on connaît plus le rotavirus, mais il faut savoir que de plus en plus, on assiste à une recrudescence de ce qu'on appelle le norovirus. Norovirus, c'est une durée d'évolution qui est un peu moindre et c'est un virus qui est beaucoup plus méchant que le rotavirus. Et malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Donc, du coup, même chez un enfant qui est vacciné complètement ou parfaitement contre le rotavirus et qu'il est en train de faire une gastro-entérite sévère, il faut penser au norovirus et il peut donner même des symptomatologies neurologiques. Et je pense que vous êtes tous été amenés à voir des enfants qui font des gastro-entérites avec des déshydratations qui ne sont pas très sévères, mais sur le plan neurologique, elles n'étaient pas très bien. Généralement, c'est le norovirus qui donne ces tableaux. La prise en charge dans les gastro-entérites virales, je ne vous rajoute pas grand-chose, c'est les selles de réhydratation par voie orale. Lorsque l'enfant ne les accepte pas ou lorsqu'il n'y en a pas, je vous conseille de donner le jus de pomme.
Jus de pomme dilué, c'est un excellent, si vous voulez dire, éponge pour un peu apaiser les diarrhées et aussi pour réhydrater votre enfant. Bien sûr, d'autres traitements, notamment les antisécrétoires ou bien les antiseptiques intestinaux chez l'enfant, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, avec un intérêt majeur pour l'antisécrétoire qui est le racicatodril, donc notamment le Turfan, donc ce qu'on a sur le marché. Il est vraiment très efficace chez les enfants qui font une diarrhée virale. La diarrhée bactérienne, les gastroentérites bactériennes, généralement c'est les shigelles et les salmonelles. Il faut savoir que seuls les shigelloses, ils sont à traiter systématiquement. Pour les salmonelles, il n'y a pas intérêt à les traiter. C'est surtout lorsqu'il y a un terrain d'immunodépression qu'on est obligé de traiter les salmonelles. Mais dans le cas échéant, on peut ne pas traiter, surtout si l'état général le permet, pas obligatoirement de donner une antibiothérapie. Mais par contre, pour les shigelloses, soit c'est de l'azithromycine en probabiliste, en médecine de ville, soit lorsqu'on reçoit, nous, l'enfant en hospitalier, c'est la ceftriaxone. Parce que la ciprofloxacine, généralement, elle n'est pas très indiquée chez l'enfant qu'à partir de 15 ans. Le Clostridium, il n'est pas pathogène, sauf après 2 ans, parce qu'il peut donner des tableaux de colite pseudomembraneuse. Et le Yersinia, là, on le prend en hospitalier pour le ceftriaxone. Donc, en matière de gastroentérite bactérienne, ce que je veux que vous reteniez, si jamais vous êtes amené à donner une coproparasitologie et vous tombez sur un Yersinia, il faut aller traiter. Dans le cas échéant, c'est au cas par cas, ce n'est pas obligatoire d'aller donner une antibiothérapie si on a par exemple un salmonelle ou autre chose. Les gastroentérites parasitaires, le giardia, il faut le traiter du métronidazole pendant minimum 5 jours. Donc pour résumer, la gastroentérite, 3 médicaments ils sont à proscrire. Quels sont les médicaments à proscrire en matière de gastroentérite, si vous voulez partager avec moi votre expérience? Quels sont les médicaments auxquels vous ne pensez pas à prescrire devant une gastroentérite? Les antidiarrhéiques, oui. Les ANS, j'insiste sur les ANS, il faut aller éviter les ANS, notamment le fameux ibuprofène. Je n'ai pas de problème avec les laboratoires qui le font, mais en matière de gastroentérite, si on donne de l'ibuprofène, ça peut donner le risque d'insuffisance rénale aiguë derrière, elle est vraiment un peu majeure. Donc c'est pour ça on conseille aux mamans de ne pas donner l'ibuprofène lorsque leurs bébés font une gastroentérite. Bien sûr, les probiotiques, donc avec les différentes molécules qui sont présentes sur le marché. Il ne faut pas d'antiémétiques, parce que généralement, d'après les études, ça n'a pas prouvé une grande amélioration. Si l'enfant nécessite une hospitalisation, actuellement, l'ondacetran, elle a une grande indication en hospitalier. L'ondacetran, c'est un antiémétique central. On l'utilise généralement, c'est les enfants sous chimiothérapie, mais en matière de gastroentérite très émétique, ça a prouvé une excellente efficacité. L'antibiothérapie, comme on a dit, c'est surtout les diarrhées glérosanglantes, mal tolérées, ou lorsqu'on a une shigellose. Et généralement, on commence par de l'azithromycine à la bonne dose. Et vous pouvez consulter le guide de la SOMIPEV qui est téléchargeable sur le site du ministère. Comment? Je sais, mais en matière de recommandations, si vous êtes amené à traiter en ambulatoire, parce que si on va aller hospitaliser tous les enfants qui font des gastroentérites fébriles, en période estivale, vous devez avoir combien on voit d'enfants. Donc l'azithromycine, il peut résoudre le problème. Là, je parle de gastroentérite bactérienne avec vraiment des bactéries invasives. Comment? Pardon? Le Bactrim chez l'enfant, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des cas d'allergie, d'aplasie? Vraiment, il est très très difficile à gérer. Même chez nous, par exemple, lorsqu'on le prescrit pour d'autres indications, on reste les bras croisés. Je sais, donc si on est amené à donner de la voie orale, moi je préfère largement de donner la cifixine. Ça veut dire le fameux oroken ou ofiken. Et en matière de gastroentérite bactérienne, ça peut donner des résultats encore meilleurs que le Bactrim, parce que vraiment le Bactrim, vous devez avoir des patients qui se compliquent pour ne plus penser à le prescrire en matière de gastroentérite.
Donc, pour la prévention, donc c'est surtout la vaccination, le lavage des mains et surtout éviter le lait avant 5 ans, le lait cru. Donc, deuxième cas clinique, donc, oui. Le flagyl, c'est en injectable. Pour la voie orale, c'est difficile de prouver est-ce qu'il donne de bons résultats. Et je ne sais pas, le goût de flagyl, il est vraiment très très mal apprécié par les enfants. Il a un goût amer avec un arrière-goût. Donc moi, généralement, si je suis en train de choisir entre azithromycine et flagyl, je donne de l'azithromycine. Si, comme elle a dit notre collègue, l'azithromycine, pour une indication, pour une autre, il n'est pas indiqué, la céfixime reste une molécule qui est très appréciable par les enfants et ça donne d'excellents résultats. Oui. Oui, 5 jours. 5 jours. Non, c'est 5 jours. Sur recommandation, c'est 5 jours. Ah, c'est juste une omission. Sur le protocole, c'est 5 jours. 5 jours. 5 jours. Cotrime et métronidazole, les deux. Pourquoi vous donnez les deux molécules? Non, non, ça veut dire, dans quelle optique vous prescrivez ces deux molécules comme antibiotiques? L'amibiase. Donc vous pouvez donner du métronidazole tout court. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça d'ailleurs il faut aller demander de la coproparasito ou bien meilleur la PCR multiplex dans les selles. Parce que même nous, lorsqu'on était à l'hôpital régional, on ne demandait pas beaucoup, mais là, actuellement, avec le CHU, on a une belle série. On a pu isoler des germes dont on n'a jamais entendu parler. Donc, la PCR, si j'ai à choisir entre aller donner 2 antibiotiques avec leur effet indésirable et leur... quand même, ça consomme de l'argent et du temps. Et est-ce qu'ils vont être appréciés par l'enfant? Je peux demander une PCR multiplex et être à l'aise. Et là, à la rigueur, donner de la ceftriaxone injectable. Oui. Le thiobactin. Thiobactin chez l'enfant, ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus. C'était pour les fièvres typhoïdes à un certain moment avec atteinte neurologique. Mais là, avec la ceftriaxone, vraiment, on n'utilise plus. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'utilise plus. Donc, j'enchaîne avec le deuxième cas clinique. Donc, Mohamed, c'est un bébé de 5 mois et qui vient consulter pour des cris incessants. Donc, cris incessants et diarrhée. Il a été traité quand même 2 jours avant en ambulatoire par un confrère. Et devant la persistance des cris incessants, avec l'apparition de certains épisodes de pâleur, les parents, ils l'ont ramené aux urgences ou bien chez vous au cabinet. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il faut demander? Non, il n'y a pas de sang dans les selles. Ça veut dire? D'accord. Donc, à l'échographie, effectivement, c'était une invagination intestinale. Juste pour vous dire, l'invagination, ce n'est pas toujours l'occlusion. Il y en a certaines formes atypiques, notamment les pseudo-entérocolitiques. Et de plus en plus, on en voit des cas au CHU. Et vu que c'est un tableau un peu atypique, ça prend un peu du temps pour être diagnostiqué. Et ça peut même donner des complications. Le troisième cas clinique, donc Khadija, c'est un nourrisson de 13 mois et qui a été amené pour une fièvre à 40 avec des cris incessants. Ça évolue depuis 4 jours et à l'examen, vous la trouvez tonique, abattue avec une fréquence cardiaque qui est un peu limite et avec une tension artérielle qui est correcte. Donc, cris incessants, fièvre. Il n'y a pas d'otite. Elle est tonique. Infection urinaire. Ça veut dire, si je vous demande quel est le pourcentage devant cette nourrissonne que vous pensez que c'est possible que ce soit une infection urinaire? 90%. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bandelette, le CBE.
D'accord, donc même chez nous, c'est toujours cette difficulté. Est-ce qu'on demande une bandelette et on va aller diagnostiquer? On sait que c'est difficile de faire la collecte. Donc, je veux partager avec vous une certaine application que vous pouvez consulter sur Internet. Donc, c'est un truc qui vous donne la probabilité d'avoir une infection urinaire avec des critères tout d'abord interrogatoires. Ça veut dire l'âge, est-ce que c'est un sexe féminin, est-ce que la fièvre dépasse les 40, est-ce que la durée de la température. Et ça vous donne un pourcentage. Par exemple, chez Khadija, ce qu'on fait, elle est à 9%. Et on a fait un ECBU, effectivement, il y a une leucocyturée qui est très significative avec de l'hématurée et à l'antibiogramme, c'est un Escherichia coli. Donc c'est une infection urinaire chez un nourrisson de 13 mois. Qu'est-ce que vous proposez? Cefixime, oral, à 13 mois. Ça, moi, je demande. Hein? Triaxon. Vous pouvez donner les deux en fin de compte. Donc, ça dépend des conditions dans lesquelles vous travaillez. On sait que la pyélonéphrite, derrière, il y a toujours le risque de cicatrice rénale et d'HTA, tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes amené à traiter en ambulatoire, soit de la ceftriaxone intramusculaire, ça donne d'excellents résultats. On est sûr que ça diffuse. Sinon, ça, c'est fixé. De la ceftriaxone? Non, soit vous donnez les 2-3 jours et vous switchez oral, mais la durée totale du traitement, c'est 10 jours. D'accord? Donc ça, c'est le dernier guide de la SOMIPEF sur les infections urinaires. Donc, vous pouvez le consulter si vous voulez. D'accord, donc on a traité Khadija. Donc, est-ce qu'on va demander quelque chose d'autre? J'ai presque fini. Oui? Échographie rénale. Donc, on demande une échographie rénale chez Khadija. Et il y a un processus rénal gauche. À la TDM, c'est un néphroblastome. Et heureusement, l'échographie nous a fait diagnostiquer un néphroblastome chez cette fillette. Elle a été traitée et là, alhamdoulilah, elle se porte très très bien. Donc mon message, infection urinaire, je veux bien, c'est facile, c'est fréquent, mais insistez sur l'échographie rénale parce que ça peut révéler des malformations, ça peut révéler des tumeurs. Dernier cas clinique, j'insiste pour le faire, là, donc je vais passer sur ça. On m'a dit que j'ai 30 minutes, c'est pour ça que j'ai pris mon temps à... Donc le dernier cas clinique, donc Jabir, c'est un bébé de 5 semaines, qui est ramené par ses parents en consultation pour des crises de pleurs depuis 20 h du soir. Et selon la maman, ça fait une semaine qu'elle a changé, qu'elle a commencé à pleurer encore plus. Et à l'examen, vous avez un bon état général, une bonne prise pondérale. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? 5 semaines. Elle était au sein. Colique du nourrisson. Oui. Donc actuellement, on ne parle plus de colique du nourrisson, on évoque le terme nourrisson inconfortable parce que lorsqu'on a des coliques, souvent on a d'autres troubles associés, reflux, régurgitation, constipation. Devant des coliques de nourrisson, je sais que c'est un motif très fréquent de consultation chez vous comme chez nous. Donc il faut toujours évaluer la douleur, ça veut dire l'image, l'échelle visuelle. Il faut expliquer aux parents que ce n'est pas surtout un problème de colique, que c'est un problème un peu multifactoriel, c'est l'environnement. Et souvent, il y a de l'anxiété parentale, c'est généralement un premier enfant et il y a toujours une maman derrière et un papa qui se sent très très anxieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez des coliques du nourrisson? Vous rassurez que ça va disparaître. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu une crise de pleurs? Moi, je suis pédiatre et mon premier fils, lorsqu'il m'a fait ça, j'allais le jeter du 16e étage. Donc vraiment, c'est très douloureux, c'est très anxieux. Les antispasmodiques, les IPP et les AC, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Qu'est-ce que vous donnez alors? Vous allez les renvoyer? Qu'est-ce que vous donnez? Probiotiques pour qui? Pour lui ou pour la maman? Ou pour le médecin? Comme a dit notre collègue, il faut surtout préciser que ça va prendre un petit moment. Les probiotiques et les prébiotiques, ils sont à donner, et les massages et les tisanes. Le L-Rotori, on a actuellement plusieurs molécules, plusieurs médicaments qui le contiennent. J'ai fini. Le poids à peau, j'insiste pour les coliques. Donc au total, n'oubliez pas les urgences dont on a parlé, H-Cries, et sinon la guidance parentale et la modification diététique. Et je vous remercie.